Vous pouvez me refaire un petit clap Ouais, de caméra? ok. En fait, pour moi, ça a commencé par un coup de fil de Patrick Sobelman, le producteur, qui m'a envoyé les épreuves du livre de Jean-Claude Grimbert, La plus précieuse des marchandises, qui n'était pas encore publié. Enfin, il allait l'être, mais il n'était pas sorti. Donc voilà, ça a commencé par la lecture de ce livre-là. Et c'était déjà, c'était déjà une proposition d'en faire un film d'animation. Donc ça, c'était voilà. Moi, pour être tout à fait honnête, j'étais pas, je m'étais un peu dit que je ferais pas de film qui parlerait des camps, de la Shoah, de la déportation, etc. Mais tout d'un coup, voilà, la lecture du livre m'a fait changer d'avis parce que soudain j'ai vu une histoire qui était racontée d'une manière qui pour moi était un peu nouvelle, c'est-à-dire j'ai toujours entendu des histoires. Nous, on est une famille de juifs d'Europe de l'Est et j'ai toujours entendu des histoires sur cette période-là, sur le génocide juif, etc. Donc j'avais un peu l'impression pas de tout savoir, mais en tous les cas, de savoir ce qu'il fallait ressentir et de savoir ce qu'il fallait en penser, en gros. Et donc, au bout d'un moment, vous rangez ça dans une petite boîte, et c'est vrai que je suis pas forcément, je me précipite pas sur les films qui parlent de ça ou sur les livres qui parlent de ça. Et tout d'un coup, là, il y avait un livre qui parlait d'autre chose. Et, euh, et voilà. Et puis, je me suis rendu compte que cette espèce de connaissance que j'avais, qui m'avait été transmise par mes parents, sans même qu'ils m'aient pris entre quatre yeux, comme on dit, pour m'en parler. C'était juste là, comme ça, c'était dans la famille. Cette transmission-là, je l'avais pas vraiment faite à mes enfants. Donc voilà, donc ce film était un peu, comment dire, je sais pas, c'est tombé au bon moment pour moi, quoi. Voilà. C'est le sujet qui a demandé ça. Et si on me l'avait proposé en film live avec des acteurs, j'aurais refusé, à vrai dire. Euh, donc voilà, l'animation pour moi était dès le début était complètement liée au projet, que ce soit sur la partie conte du film, parce que le film en fait a un mouvement qui d'ailleurs est un peu différent du livre, mais le film a un mouvement qui va de l'ultra-fiction, c'est-à-dire on est vraiment dans un univers de contes avec des bûcherons qui n'ont pas de nom, qui sont dans un pays qui n'est pas vraiment cité, dans, qui vivent au fond d'une forêt, on n'est pas loin des ogres du Petit Poucet, etc., avec un enfant qui est jeté d'un train, etc. Donc on part de cette ultra-fiction et la réalité historique s'immisce petit à petit dans ce conte-là pour finalement prendre toute la place à la fin. Et donc que ce soit sur la partie conte, où évidemment l'animation était parfaitement adaptée, puisque elle nous ramène un petit peu au premier Disney et à ce type d'animation. Là, elle était parfaitement adaptée, mais elle était aussi adaptée pour la partie réalité historique, parce que dans cette réalité historique, on montre des trains de déportés, on montre des camps d'extermination, on montre des survivants du génocide, et c'est très compliqué pour moi, ou pour moi trop compliqué d'essayer de m'essayer à cette représentation-là avec des acteurs. Pour être un tout petit peu plus explicite, j'ai un problème avec le hors-champ, c'est-à-dire que quand vous allez au cinéma, il y a ce qui s'appelle la suspension d'incrédulité, c'est-à-dire le spectateur accepte de croire que des personnes dont il sait exactement qui ils sont, c'est-à-dire il sait très bien que Brad Pitt est un acteur, mais il va accepter de croire que c'est un espion, par exemple, ou un champion de baseball, peu importe. Et cette suspension d'incrédulité, dans le cas d'un train de déporté ou dans le cas d'un camp d'extermination et tout, elle est plus compliquée pour moi parce que justement, tout d'un coup, le dispositif du cinéma gêne. C'est-à-dire, on sait que ces gens qui sont censés être dans une grande souffrance, en fait, ils n'ont pas vraiment froid, c'est des acteurs, etc. Donc, il y a une forme de mensonge qui, qui, qui est gênante.
qui est potentiellement même un peu obscène. Et donc voilà, donc moi je n'y aurais pas été. Et alors que les dessins, il n'y a pas de mensonge dans les dessins, il y a pas de hors-champ en fait. Donc ça simplifie beaucoup pour moi, ça simplifie beaucoup le processus. Ouais. D'abord, j'ai tenu à tout tourner avec des acteurs dans un premier temps, et donc en 15 jours, on a investi un théâtre à la Cartoucherie, le théâtre de l'Épée de Bois, et sans décor, sans figurants, sans accessoires, sans rien. On avait quelques éléments de costume et des cubes. Et dans ce théâtre, et de la Cartoucherie est très proche du bois de Vincennes. Donc dans ce théâtre, devant ce théâtre et au bois de Vincennes, j'ai tourné l'ensemble du film. Mais évidemment, avec comment dire, le film il est dérisoire, c'est-à-dire que les scènes qui sont censées se passer dans la forêt se passent au bois de Vincennes, mais donc vous voyez la navette de la RATP qui passe, des voitures dans le fond, des joggers, voilà. Mais ça m'a permis de faire un découpage et ça m'a permis d'intégrer le montage dans le processus d'écriture. Le problème que j'avais avec l'animation, c'est que moi, pour écrire un film, ça commence par un scénario, ça passe par le tournage, et ça se termine au montage. Et j'englobe aussi le mixage, mais en tous les cas, le montage fait entièrement partie de l'écriture. Or, dans l'animation, il n'y a pas réellement de montage dans le sens où vous n'avez pas de rush. Et faire des essais, par exemple, une séquence qui peut être jouée par un personnage, là, j'ose pas dire un acteur, parce qu'il n'y a pas d'acteur réellement, mais un personnage peut sourire en disant une phrase comme être grave. Et en fait, c'est des essais, quand vous les voyez, les rushs servent à ça. Il peut y avoir des surprises, etc. Donc je voulais intégrer le montage là-dedans et pour essayer des choses et faire des choix un peu en connaissance de cause. Donc j'ai commencé par ça, voilà. Et de ce film-là, dérisoire, on a tiré un storyboard. De ce storyboard, l'animatique, puis l'animation, etc. Donc c'est le processus normal. Après, en termes de dessin, moi, je dessine, donc j'ai pris en charge très rapidement comment dire, cette responsabilité-là, mais je ne dessine que des êtres humains. Donc j'avais une très bonne équipe au décor. Et puis mes dessins, ils ont été transformés pour en faire des dessins animables. Et donc voilà, donc on a établi très rapidement avec un jeune homme qui s'appelle Julien Grande, qui au départ était qui avait un rôle un petit peu flou, puis qui est devenu d'abord chef décorateur, puis directeur artistique du film. Et on a un peu ensemble défini comment dire, la charte graphique du film. Et après, on a avancé normalement, quoi. Quand j'ai lu le livre, parce que à chaque fois je partais du livre, mon but principal ou ma mission, disons, mon travail de réalisateur en l'occurrence, c'était vraiment d'essayer de transposer la voix de Jean-Claude Grimbert, qui était une voix littéraire, et de la transposer au cinéma. Et en fait, quand j'ai lu le bouquin, j'ai eu la sensation d'un classique. J'avais l'impression que c'était vraiment un classique, en fait. Et je voulais retrouver ce même genre de saveur dans le film. Alors évidemment, classique en animation, mon premier réflexe a été d'aller vers les Disney, les premiers Disney, Blanche-Neige, Cendrillon, Bambi, etc. Mais justement, j'avais un problème de rondeur de personnages. Les personnages étaient trop ronds et donc il y avait quelque chose qui ne marchait pas sur cette histoire-là. Et puis moi, mon dessin n'est pas vraiment disneyen non plus. Et donc, j'ai travaillé plus avec des lignes brisées et des choses un peu plus anguleuses. Voilà. En revanche, il y a quelques reliquats des premiers Disney, notamment dans des textures de bois, de pierre, voilà, qu'on peut trouver derrière. Mais le process, une fois que j'ai abandonné, j'ai assez vite abandonné Disney. Mais le process, c'était plutôt d'aller vers de la peinture classique et effectivement de la mélanger. C'est-à-dire, j'étais un peu sur la peinture classique, mais c'était compliqué, c'est pas animable, ça non plus. Et donc, j'ai été voir une expo de Hiroshige et tout d'un coup, en mélangeant les estampes, c'est-à-dire les aplats et les cernets des estampes avec des motifs de peinture classique, je trouvais que là, il y avait un truc qui était intéressant. Et ça, c'est un peu ce qu'on a appelé le japonisme. Et c'est là où Julien Grande est intervenu et où on a commencé à travailler autour de cette idée-là.
Et le japonisme, notamment avec un peintre comme Henri Rivière, peintre illustrateur, a donné tout un mouvement d'illustration de livres derrière et de graveurs qui soudain retrouvait le côté littéraire du conte, etc. Donc il y avait quelque chose qui devenait un peu cohérent et c'est là-dedans qu'on s'est engouffré. Ouais. Oui, c'est un film, d'abord, je trouvais que l'épure et la sobriété, c'était la moindre des choses au vu du sujet. Ça, c'est la première chose. Donc, c'était un truc de sensibilité, je pense, assez rapidement. Après, quand on regarde les personnages, les bûcherons qui vivent au fond d'une forêt, ce ne sont pas des gens du verbe. Ils ne sont pas très causants, ces gens-là. Donc, ça aurait été un peu malvenu de les entendre discourir sur je ne sais trop quoi. La gamine, par essence, elle ne parle pas encore. Le déporté non plus, c'est pas quelqu'un, il est pas dans le langage. Et justement, je trouve intéressant qu'il n'ait absolument aucun mot et que ce soit dans la toute dernière scène, d'une certaine manière, c'était pour lui comme sa résolution finalement, c'est qu'on entend sa voix et c'est son presque sa salvation. C'est-à-dire que tout d'un coup, il parle, mais avant, je crois que c'est quelqu'un qui ne peut pas parler. Et puis moi, par goût personnel, c'est vrai que je trouve que le silence permet, je crois, pour moi, d'être beaucoup plus émouvant au cinéma parce que ça permet au spectateur d'investir beaucoup plus. On lui balance des images qui s'enchaînent, bien sûr, qui racontent des histoires, mais les mots réduisent énormément ce qu'on a à dire, ce qu'on a à raconter. Ça devient, on en fait des choses assez informatives. Or, les choses importantes passent pas tellement par les informations, elles passent par justement comment on ressent un silence, comment on ressent un temps donné, donc je fais beaucoup plus confiance c'est pas du vrai silence d'ailleurs, parce que il y a beaucoup de bruit, il y a de la musique, il y a des sons de la nature, des sons de train, etc. Donc c'est pas du silence. Mais par contre, c'est plus de l'absence de mots. Et je fais beaucoup plus confiance à l'absence de mots. Ouais. Ça a été la première chose que j'ai faite, en fait, appeler Jean-Louis Trintignant et lui proposer d'être le narrateur. Il y avait quelque chose qui me semblait totalement évident de ce texte écrit par un homme déjà âgé, Jean-Claude Grimbert, qui s'adresse aux enfants, qu'il soit lu par un autre homme âgé, un acteur, et quel acteur, Jean-Louis Trintignant, qui, en plus d'être un grand acteur, a, selon moi, la plus belle voix du cinéma français. Donc il y avait quelque chose de totalement évident et j'ai eu la chance qu'il accepte. Il était déjà malade, il était aveugle, donc il a fallu qu'il apprenne par cœur le texte. Et on a beaucoup parlé. En fait, ça a été une rencontre pour moi enfin importante et très émouvante. Et on a beaucoup parlé. Il m'a raconté plein de choses de sa vie, de sa jeunesse, etc. Il s'est énormément investi dans le film et dans l'apprentissage du texte. Et puis un jour, il m'a dit, c'est bon, je suis prêt. Voilà, on est descendu avec le producteur Patrick Sobelman, on est descendu dans le sud, parce qu'il habitait vers Uzès. Et on a loué un studio d'enregistrement pas très loin de chez lui. Puis voilà, il a enregistré comme ça la voix. C'était un moment très émouvant. Et puis sur les autres, je tenais dans l'idée toujours de garder le côté un peu classique du film. Je tenais à garder des dialogues assez littéraires. Je voulais pas faire des dialogues quotidiens, etc. Et donc assez naturellement, je me suis tourné vers des acteurs de théâtre qui ont une faculté à rendre simple et intelligible des textes très écrits. Et j'ai eu des très grands acteurs, enfin Gadebois, Podalides, Dominique Blanc, c'est des grands acteurs tout court, mais c'est aussi des grands acteurs de théâtre. Enfin, j'ai eu vraiment le casting premier choix idéal que je voulais, quoi. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Non, rassurez-vous, ce n'est pas le petit Pousset, rien à voir.
D'ailleurs, moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir? Allons, allons. Je voudrais ajouter aussi la musique d'Alexandre Desplat, qui est une autre voix du film, en plus de celle de Grimbert et en plus de celle des acteurs, et qui est un de nos plus grands compositeurs et qui a accepté et qui a fait un score enfin, moi qui me ravit absolument. Je trouve qu'il a fait une musique magnifique et qui donne son âme au film aussi. Disons, quand le projet m'est arrivé, effectivement, il y a eu même une espèce de triple intimité, parce que, en plus de, effectivement, mon rapport au dessin, qui était un rapport très intime, puisque je dessine depuis que j'ai 10 ans, mais j'ai jamais éprouvé le besoin de montrer même mes dessins. Pendant très longtemps, je les jetais, ou je les balançais, voilà. Et c'est Bérénice qui, depuis quelques années, m'a demandé qui les a gardés, en fait, et donc maintenant je dessine dans des carnets, comme ça on les garde. On n'en fera rien de spécial, mais bon, peu importe. Mais en tous les cas, effectivement, il fallait sortir ces dessins de l'intimité. Il y a une autre intimité de par le sujet, effectivement, puisque comme je vous disais, l'histoire de ma famille est intimement liée au génocide juif, du fait de notre judéité qui vient de l'Europe de l'Est, etc. Un film peut-être qui s'adresse pas seulement à mes enfants, à tous les enfants, mais aussi à mes enfants. Et puis aussi le fait que Jean-Claude Grimbert est le meilleur ami de mes parents depuis qu'ils ont 16 ans. Donc c'est une longue histoire d'amitié. Et donc voilà. Mais c'est pas parce qu'il y a ces éléments intimes, si vous voulez, qu'il y a. Je vous rejoins pas sur l'idée d'un virage ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que Le Redoutable est un film extrêmement personnel. Les OSS sont des films extrêmement personnels. Et même Coupé, qui est un remake assez fidèle du film original, est un film extrêmement personnel. Et en fait, et ça c'est un truc dont je me suis rendu compte en faisant Coupé, quelle que soit la nature du projet sur lequel vous travaillez, les films sont des objets extrêmement personnels à partir du moment où vous filmez. Voilà. Donc je ne parlerai pas d'un film plus personnel que les autres. Je pense que c'est un peu une vue de l'esprit. Je crois vraiment que tous les films que j'ai faits, enfin, je les considère, comment dire, je suis à la même distance finalement de tous ces films, quoi. Et je les crois, oui, très personnels.